Vous est-il déjà arrivé de quitter une conversation en pensant « Mince, ce que j'ai dit n'est pas du tout sorti comme je le voulais » ou bien « Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit? J'ai l'impression d'être tellement claire. » Peut-être que c'était pendant une réunion, peut-être que c'était pendant une discussion informelle autour d'un café. Peut-être que c'était avec votre partenaire, un collègue ou même la barista que vous croisez tous les matins. La vérité, c'est que chaque moment est un moment de communication. Si on ne communique pas avec intention, on finit par être mal compris, ignoré ou pire, complètement invisible. Salut à tous, je suis Laetitia et je suis coach en communication et en prise de parole en public et je suis là pour vous aider à mieux communiquer. En réalité, une mauvaise communication est la première cause de rupture dans les relations. Au travail, à la maison, dans les équipes dirigeantes. C'est ce qui transforme une simple discussion en conflit, ce qui empêche une idée d'atterrir, ce qui fait que des professionnels brillants deviennent transparents. Et le plus fou dans tout ça, la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à vraiment avoir de meilleures conversations. On n'a jamais appris à communiquer, pas vrai? Pas juste parler, mais créer un échange réel, profond, productif. Mais voici la bonne nouvelle. La communication efficace, c'est pas un don. C'est pas un don inné, on n'est pas né avec. C'est une compétence qui s'apprend. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 stratégies pratiques basées sur des études sociales et neurologiques pour booster votre communication. Que vous soyez en train de pitcher devant un comité ou simplement en train d'essayer d'avoir de meilleures conversations lors de vos déjeuners du dimanche. Parce que soyons honnêtes, on veut tous se sentir plus confiants, plus clairs, plus connectés, plus charismatiques. Tous et toutes. Parce que la communication, c'est pas juste un soft skill, c'est un skill. C'est une compétence essentielle. C'est votre pouvoir. Et je suis là pour vous redonner ce pouvoir. Commençons avec la base de toutes les grandes conversations, la clarté émotionnelle. Brené Brown, l'une des chercheuses les plus respectées du monde sur la vulnérabilité, la honte et le courage, le dit très bien. Ce qui est clair est bienveillant. Ce qui est flou ne l'est pas. Et ce qui est flou, c'est déroutant, c'est frustrant, c'est épuisant. Pour tout le monde, pas que pour vous. Aussi pour vos interlocuteurs. Dès qu'on entre dans une conversation sans savoir clairement ce qu'on ressent ou ce dont on a besoin, on prend le risque de faire peser sur l'autre la pression, le reproche ou même la confusion. On ne prend pas la responsabilité, on la met sur les autres, on accuse. Et ça crée du conflit. Réfléchissez. Vous avez déjà dû dire quelque chose comme ça. Ça va pas. Et vu la personne en face se liquéfier et répondre avec un regard qui dit « Quoi? Qu'est-ce qui va pas exactement ?» La plupart des conversations échouent, non pas à cause des mots utilisés, mais parce que les gens n'expriment pas ce qu'ils ressentent clairement ou ce dont ils ont besoin. Ils zappent le travail intérieur et passent directement à la réaction. Ils mettent la responsabilité sur les autres. On s'attend souvent à ce que les autres lisent entre les lignes, ou en tout cas lisent dans nos pensées. Alors que la vérité, c'est que la communication claire commence par une prise de conscience émotionnelle, et donc ensuite une communication claire. C'est là que la clarté émotionnelle entre en jeu. Je vais vous partager un outil simple que j'utilise souvent dans mes coachings, la formule END, E-N-D. Emotion, Need, Direction. Autrement dit, émotion, besoin, direction. Donc en français, ça serait plus E-B-D. Mais bon, c'est mieux END. Emotion. Qu'est-ce que je ressens vraiment, là, maintenant, sur le moment? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de l'anxiété, de la déception, de la tristesse? Quel est mon besoin? Quel besoin n'est pas comblé? Est-ce que c'est de la clarté? Est-ce que c'est du respect, de la reconnaissance? Qu'est-ce qu'il me faut pour me sentir mieux dans cette situation? Et ensuite, dernièrement, la direction. Quel résultat est-ce que j'espère obtenir de cette conversation? Dans un contexte professionnel, ça pourrait ressembler à ça. Je suis frustrée parce que je valorise la cohérence dans mon travail. Et ce dont j'ai besoin, c'est d'un processus plus clair pour partager les mises à jour. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur un format qui fonctionnerait pour nous deux? Ça, c'est pas mal, non? Ça invite à la collaboration et c'est extrêmement clair. On n'accuse pas, on responsabilise et on avance vers l'avant. Dans la vie quotidienne, c'est tout aussi essentiel. Au lieu de dire « tu m'écoutes jamais », dites ça. Je me suis sentie blessée parce que je me suis sentie seule tout à l'heure. J'ai vraiment besoin de sentir ton soutien quand on est ensemble. Est-ce qu'on peut discuter de comment gérer ça la prochaine fois? C'est ça, la différence entre la confrontation et la collaboration. Pas besoin d'être dramatique. C'est clair, c'est ouvert, c'est courageux. Et malheureusement, la plupart des gens ne lisent pas dans les pensées. Ouais, je sais, on aimerait bien, tous. Mais malheureusement, c'est que dans les films que c'est possible. Dans son livre Crucial Conversations, Joseph Gurney montre que les personnes qui expriment leurs émotions avec clarté, sans agressivité, on est bien clair là-dessus, qui expriment leurs émotions avec clarté et bienveillance, créent des échanges plus sûrs et plus productifs. Et quand la sécurité augmente, la confiance suit. Et quand vous commencez une conversation avec de la clarté émotionnelle, les autres n'ont plus besoin de deviner ce qui se passe. Ils le savent parce que vous leur avez dit. Vous les invitez à la connexion, vous incarnez la maturité, vous prenez les rênes. Et ça sécurise les gens. Ils se sentent en sécurité, en confiance. Et en plus, ça augmente votre charisme. Paf, que demande le peuple? Donc, la prochaine fois que vous entrez dans une conversation, posez-vous cette question.
Quel est mon end? Mon émotion, mon besoin, ma direction. Commencez par là, le reste suivra. Et si vous êtes toujours là, commentez connexion juste en dessous ou cliquez sur le bouton j'aime pour me faire savoir. Quand une conversation devient délicate, quel est notre réflexe? Est-ce qu'on insiste? Est-ce qu'on veut prouver qu'on a raison? Est-ce qu'on parle plus vite pour régler le problème plus vite? C'est parfaitement humain, et on fait toutes et tous. Mais voilà le problème. Dès qu'on essaie de contrôler une conversation, on la perd. Quand les échanges deviennent tendus, notre instinct nous pousse à prendre le dessus, à convaincre, à résoudre avec domination. Mais l'expert en négociation William Ury et Chris Voss, ancien négociateur du FBI, l'ont démontré encore et encore. Les communicants les plus puissants ne forcent rien, ils écoutent. Dès qu'ils sentent de la résistance, ils se mettent en retrait et ils écoutent. Ils n'écoutent pas passivement, ils écoutent avec un objectif, avec une intention, une conscience du levier que l'écoute donne. Ici, votre arme secrète, la curiosité. C'est la curiosité qui sera votre arme secrète. Elle désactive les défenses, elle approfondit la compréhension et montre à l'autre qu'il compte. Que la personne n'est pas juste un moyen pour atteindre un but, mais un partenaire dans l'échange. William Ury, ici, enseigne que la curiosité favorise la collaboration. Et Chris Voss a construit des négociations entières de prise d'otage autour d'un seul principe, faire en sorte que l'autre se sente entendu et écouté. Alors voici un outil que vous pouvez utiliser dérivé de leur méthode, la technique du miroir et de l'étiquette. La technique du miroir, c'est celle-ci. Répétez les derniers mots de la personne, avec un ton curieux. L'étiquette, c'est ça. Nommez ce que vous pensez qu'elle ressent, doucement, sans supposition, ni jugement. En contexte professionnel, ça donne ça. Si un collègue dit « ce délai est impossible », vous répondez ça. « Impossible ? On dirait que t'es sous beaucoup de pression en ce moment. Est-ce que ça va ? T'as besoin d'aide ?» Dans la vie quotidienne, imaginons que votre ami dise quelque chose du genre « j'en peux plus des gens ». Vous répondez « des gens ? On dirait que quelque chose s'est accumulé depuis un moment. Est-ce que ça va ?» Et là, bam, vous venez de passer du conflit à la connexion. Parce que ce que les gens veulent, c'est pas seulement des conseils, c'est d'être vus et entendus. Les gens veulent être écoutés, plutôt que d'être jugés ou de donner une conclusion directe. Tout simplement, écoutez-les, posez des questions et faites en sorte qu'ils se sentent entendus, écoutés et vus. Et aussi, les recherches de Matthew Lieberman en neurosciences montrent que lorsqu'on met des mots sur des émotions, même de manière douce, juste de verbaliser les émotions, ça diminue l'intensité émotionnelle dans le cerveau. Non, vraiment, ça apaise littéralement l'amygdale. Nommer les émotions réduit la réponse émotionnelle du cerveau. Ça calme les gens, physiquement. Et donc, du coup, ils deviennent moins agressifs. Et donc, ils écoutent davantage. Et donc, rentrent dans un lien qui est plus collaboratif et moins compétitif. Alors, cherchez pas simplement à avoir raison. Cherchez à comprendre. Parce que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la domination de la conversation. Il se trouve dans la capacité à la guider avec empathie. Et ce petit décalage d'intention, ça change tout. Pour aller plus loin dans votre compréhension des types de communication, pensez à télécharger le document gratuit juste en dessous, dans la description, et à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils pratiques en communication et en prise de parole en public. Parlons maintenant de structure. Je sais, j'en ai déjà parlé, mais c'est capital. Soyons honnêtes, certaines personnes sont brillantes, intelligentes, perspicaces, pleines d'idées. Mais elles perdent leurs auditoires au bout de 30 secondes. Pourquoi ? Parce que leur message n'est pas structuré. Ça part dans tous les sens, c'est pas clair, on ne sait pas où elles veulent en venir. Et dans le monde d'aujourd'hui, personne n'a la patience pour des détours interminables. Matt Abrahams, maître conférencier à l'université de Stanford et auteur de Think Fast, Talk Smart, dit que la structure vous libère. Et c'est vrai. Quand vos idées sont claires, les gens se sentent en sécurité. C'est comme un filet de sécurité, une bouée. Ils comprennent où vous allez et ils sont plus enclins à vous suivre et donc à vous écouter. Matt Abrahams enseigne que la structure vous aide à penser plus vite et à parler plus intelligemment, avec plus d'éloquence. Et ça, c'est un énorme boost pour votre charisme en tant que communicant. Une pierre, deux coups. La structure vous rend service à vous et rend service à votre interlocutrice. Quand les gens savent où vous allez, ils ont envie de vous suivre. Voici donc un cadre simple et puissant que j'enseigne lors de mes formations, utilisé aussi bien par des consultants que des cadres, que des dirigeants et les conférenciers. La méthode PREP. Point, raison, exemple, point. Donc, voici ce que vous faites. Premièrement, vous exposez votre point. Ensuite, vous donnez la raison pour laquelle c'est important pour vous et pour votre public. Toujours votre public, c'est votre centre de l'attention. Partagez un exemple ou une preuve concrète de ce que vous dites. Et ensuite, faites un petit tour et revenez à votre point pour l'ancrer. Donc, voyons ce que ça donne concrètement. Dans un contexte professionnel, ça pourrait donner ça.
on doit repenser la façon dont on accueille nos clients. Pourquoi? Parce que notre système actuel crée de la friction. J'ai eu un client au téléphone qui a attendu 10 jours pour accéder à sa plateforme. Donc il faut qu'on simplifie le processus au plus vite. Clair, focalisé, professionnel. Dans la vie quotidienne, cette méthode vous aide à éviter les digressions interminables. Pour plus de détails comment éviter la digression, regardez cette vidéo ensuite. Donc, imaginons que quelqu'un vous demande « Pourquoi tu déménages ?» Au lieu de partir dans des explications trop détaillées qui finissent en plat de spaghettis désorganisés, vous dites « Je déménage parce que je veux plus de lumière naturelle. C'est la raison principale. L'appartement où je suis actuellement est trop sombre, ça me fatigue, ça me prend mon énergie. J'ai à peine 1 heure de lumière par jour, quand il y en a. Le nouveau, il est exposé plein sud et j'ai de la lumière toute la journée. Ça me fait tellement bien. » Clair, personnel, facile à suivre. Ce genre de discours ne sonne pas seulement mieux, c'est objectivement mieux. C'est de la meilleure communication. Parce que c'est plus efficace, plus respectueux et plus marquant. La structure, c'est pas rigide, c'est un soutien. C'est pas fait pour briller, c'est fait pour connecter. Et une fois que vous maîtrisez ça, même votre small talk devient plus magnétique. Comme dit Connie Deacon dans Talk Less, Say More, l'influence vient de la clarté, pas du volume. Si vous avez appris quelque chose jusqu'ici et que vous êtes toujours là, faites-le moi savoir en commentant cet emoji et en cliquant sur le bouton j'aime juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Ok, changeons de perspective maintenant. On passe de la logique à l'émotion. Parce que oui, les données sont importantes. Mais les êtres humains ne prennent pas leurs décisions uniquement sur la base de la logique. Ce qui nous relie, ce sont les histoires. Laissez-moi vous confier un secret. Les gens peuvent se souvenir de vos faits, mais ce qu'ils ressentent et ce qui marque vraiment, ce sont vos histoires. Et c'est ça qui reste gravé dans les mémoires. Les histoires, les images, les exemples. Carmine Gallo, auteur de Talk Like TED, montre que les meilleurs leaders utilisent le storytelling pour susciter l'action. Il a démontré que 65% des TED Talks les mieux notés reposent sur des histoires. Pourquoi? Parce qu'une histoire active jusqu'à 7 zones du cerveau, alors que les faits ou les chiffres n'en activent que 2. Donc votre cerveau est plus actif quand vous écoutez une histoire. Le storytelling fait appel à la fois à la logique et à l'émotion, ce qui rend votre message plus marquant et plus humain. Mais voilà l'erreur que je vois souvent chez des professionnels aussi brillants qu'ils soient. Ils racontent des histoires qui n'ont aucun lien avec leur message. Et oui, malheureusement les amis, toutes les histoires ne font pas mouche. Alors voici ce que je partage à mes élèves. Un raccourci pour créer des histoires puissantes. Le modèle 3A. Anecdote. Aha. Application. L'anecdote. Une expérience vécue à laquelle on peut s'identifier. Aha, ce que vous en avez tiré, le aha moment, et l'application. Pourquoi c'est pertinent pour la personne à qui vous parlez? En entreprise, ça pourrait ressembler à ça. Quand j'ai commencé à manager 2 équipes, j'évitais les conflits à tout prix. Résultat, ça s'est retourné contre moi. Les gens ont perdu confiance. J'ai compris que les conversations difficiles sont en réalité des preuves d'attention. Et c'est pour ça que je pousse aujourd'hui à instaurer une culture du feedback. Dans la vie personnelle, c'est tout aussi puissant. Si quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que vous vous êtes remis à peindre, vous pouvez répondre ça. J'avais arrêté pendant le confinement. Je me sentais vite. Un soir, j'ai pris un pinceau juste pour essayer quelque chose. Cette heure-là que j'ai passé à peindre, elle m'a redonné de l'air. Maintenant, je peins tous les week-ends. Ça me recentre. Ça me fait tellement bien. Ça, c'est de la connexion. Pas besoin de surjouer. Juste être vrai. Soyez présent et liez votre histoire à ce que vous connaissez de la personne en face de vous. La présence compte plus que la perfection, croyez-moi. Une histoire en 3A montre de la vulnérabilité, de la progression et de la valeur. Elle crée de la confiance parce que les gens ne suivent pas seulement ce que vous savez, ils suivent qui vous êtes. Et une vraie histoire qui touche juste vous rendra bien plus charismatique que n'importe quelle punchline bien ficelée. Elle vous rendra aussi plus charismatique, plus authentique et on a envie de se connecter à vous. Vous avez envie d'une vidéo complète sur comment utiliser le storytelling dans vos présentations? Dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous proposer ça dans une prochaine vidéo si c'est utile pour vous. Et enfin, on arrive à notre dernière partie pour aujourd'hui, la présence. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous sont mal à l'aise avec le silence. On le comble avec des mots, avec des avec des blagues, avec des digressions inutiles. Mais les grands communicants, ils se précipitent pas, ils parlent pas trop, ils habitent l'espace, ils savent quand parler et surtout quand se taire. Amy Cuddy, dans ses recherches sur le power posing et la présence, a montré que notre posture, notre rythme et nos silences envoient un signal d'autorité bien avant même qu'on ouvre la bouche. Une posture confiante et une voix posée déclenchent instantanément la confiance et le respect, chez nous et chez les autres qui nous écoutent. Et Connie Deacon, qu'on a cité plus tôt, ajoute que l'autorité ne vient pas du volume, mais de l'immobilité. Pensez à vos personnages préférés dans les séries. Moi, par exemple, c'est Thomas Shelby dans Peaky Blinders ou Annalise Keating dans How to Get Away with Murder. Regardez,
Ils dégagent tous un incroyable calme intérieur. Ils font des pauses, ils sont immobiles. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont puissants et charismatiques. Non? Alors, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous marquez une pause après avoir parlé? Ou est-ce que vous remplissez chaque silence avec des des tu vois ou des genres? Est-ce que vous respirez avant de répondre à une question? Ou est-ce que vous sautez sur la moindre microseconde pour combler le vide? Le vrai pouvoir en communication, c'est la maîtrise du silence. Voici donc notre dernier outil pour aujourd'hui, pour incarner pleinement votre présence. La power pose et le langage corporel. Dites votre message clé, puis marquez une pause. Laissez-le atterrir. Laissez la personne bien entendre ce que vous avez dit. Et gardez une posture ouverte, les paumes détendues, le torse dégagé, les pieds bien ancrés au sol. Utilisez des gestes lents, maîtrisés, évitez de croiser les bras, de vous agiter ou d'acquiescer frénétiquement. Maintenez le contact visuel avec vos interlocuteurs. En entreprise, ça ressemble à ça. C'est pas seulement une question de croissance à court terme. C'est une question de confiance à long terme. Simple, mais puissant. Dans la vie quotidienne, essayez ça. Si par exemple vous dites à un ami « Tu comptes pour moi » et j'ai envie qu'on traverse ça ensemble. Cette pause, c'est de la présence. C'est un espace pour que l'autre ressente vos émotions, pour qu'il vous rejoigne. Vous n'êtes pas dans le paraître, vous êtes dans l'être. Et ça, c'est de la vraie présence. Ça, c'est le charisme. Dans un monde qui s'arrête jamais de parler, le silence et la présence sont magnétiques. Essayez-le, vous verrez. Les meilleures conversations ne commencent pas par le volume, plus de rapidité ou plus de spectacle. Elles commencent par de la présence, par de la clarté et par du courage. Par où commencer? Choisissez une des techniques et pratiquez-la aujourd'hui. Tous ces outils qu'on a vus aujourd'hui sont là pour vous aider à incarner pleinement, à parler avec plus de puissance et à créer des liens plus profonds, à être tout simplement vous. Vous avez le droit d'être vous-même. Vous en avez même le devoir. Vous devez être vous. Observez ce qui change, pas seulement dans la façon dont les autres vous écoutent, mais dans la façon dont vous vous sentez quand vous prenez la parole. Parce que la communication, c'est pas seulement une compétence douce, un soft skill, c'est une compétence puissante, c'est une compétence essentielle. Et si vous vous êtes déjà senti ignoré, interrompu ou réduit au silence, considérez ceci comme un signe. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous avez juste besoin de reconquérir votre voix, de reprendre votre droit à la parole. La communication, c'est bien plus qu'un simple outil. C'est notre façon de diriger, de créer du lien, de nous élever, de connecter et aussi d'évoluer dans le monde, de voir le monde autour de nous. Alors dites-moi en commentaire, quelle stratégie est-ce que vous allez mettre en pratique après aujourd'hui? N'oubliez pas de télécharger vos documents gratuits en communication dans la description ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour continuer à progresser, pas à pas, ensemble. Et si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris ne serait-ce qu'une toute petite chose, pensez à liker avant de partir et à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Partager, c'est aussi transmettre du pouvoir. Faisons grandir cette communauté et construisons ensemble un monde où votre voix ne se contente pas d'être entendue, mais laisse une réelle empreinte. Merci infiniment d'avoir regardé et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Suivez votre passion les amis et exprimez-vous. Ciao ciao!